Bon, ce format, il s'appelle du neuf versus du vieux, mais les éditeurs, ils font aussi du neuf avec du vieux. C'est le cas de Middle Ages de Marc-André, parce que c'est pas du tout un nouveau jeu de l'auteur de Splendor, c'est une refonte de Majesty, qui était sorti en 2014. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Ça vaut quoi par rapport à la version précédente, puisqu'on pourrait pas le comparer aussi à d'autres vieilleries similaires? Réponse dans cette vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est Boris de Rue du Jeu, je suis content de vous retrouver dans ce format du neuf versus du vieux. Vous savez qu'il me tient particulièrement à cœur, c'est ma façon de critiquer les copies presse que je reçois en restant dans ma ligne éditoriale pro-vieillerie, cœur, on aime les vieux jeux. Je les aime tellement que je les mets sur un pied d'égalité là devant moi. Puis j'ai reçu une nouvelle table pour mon anniversaire, ça me permet d'avoir un setup un peu plus grand pour le tournage et d'afficher des jeux devant moi. Anniversaire qui s'est d'ailleurs traduit par un marathon jeu de 3 jours. C'était épique, on a fait quasiment 70 parties en 3 jours, puis j'ai enchaîné encore après avec un week-end enterrement de vie de garçon, on a beaucoup joué aussi. Je pense que je vais vous faire un débrief de tout ça très bientôt sur la chaîne, donc il va y avoir à peu près 80 parties à débriefer en un temps assez court. Voilà, si ça vous chauffe, dites-moi en commentaire et je m'attellerai à la production de cette vidéo-là. Et puis nous voilà en juin et n'oubliez pas que la tombola qui est toujours en cours se termine ce mois-ci, le 30 juin. Donc il y a déjà plein de personnes qui ont participé. Certains ont donné même plus que la somme de 5 €, qui est la somme minimale pour participer. Certains ont donné 10 €. Vous en avez profité pour m'écrire des petits mots et tout ça. C'est super gentil, ça me touche, ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail. Donc n'hésitez pas si ça vous chauffe, et je commence à réfléchir aux lots qui vont être proposés dans cette tombola. Si vous êtes tiré au sort, je vous laisserai le choix parmi plusieurs jeux. Donc voilà, c'est pas 100% du hasard, vous risquez pas normalement de vous retrouver avec un jeu que vous possédez déjà, donc c'est une raison de plus pour participer, et puis voilà, ça soutient la chaîne. Vous l'avez vu, le palier pour la prochaine rétrospective a été atteint, donc j'ai commencé à défricher le terrain, mais ça va être un gros boulot, ça va prendre du temps, donc patience, ça arrive, c'est en cours. J'ai été pas mal occupé professionnellement ces derniers temps, j'ai sorti un album avec mon groupe de musique, j'ai sorti un bouquin aussi, tout ça est sur YouTube si vous voulez aller voir. Donc voilà, pas mal d'activités en dehors de la chaîne qui m'ont pris du temps, mais là je vais me reconcentrer sur la production de ces vidéos. Et le nouveau goal Ko-fi, c'est une vidéo par jour pendant Essen. On avait fait ça l'année dernière, ça s'était bien passé même si c'était très fatigant pour moi. Voilà, si vous avez envie qu'on remette ça en place cette année à Essen 2024, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le Ko-fi et à soutenir de la façon que vous voulez, participer à la tombola, faire un simple don, voter pour le sujet d'une prochaine rétrospective, faites comme il vous plaira, c'est open bar. Allez, c'est parti pour le sujet du jour, on va donc parler dans ce du neuf versus du vieux de Middle Ages, donc de jeux de construction de tableaux où on a un scoring comme ça exponentiel, parce que dans Middle Ages, c'était déjà le cas dans Majesty, la version précédente, on récupère des bâtiments qui vont nous donner de plus en plus de points et de bonus à mesure qu'on les accumule. C'est un genre très spécifique, je sais pas bien comment appeler ça. On pourrait parler de construction de ville, mais là on pense à des jeux de pose de tuiles comme je les ai déjà évoqués, à la Carcassonne, etc. C'est pas du tout ça, il n'y a pas de dimension spatiale ici. La tuile qu'on prend, elle va vraiment à un endroit prédéfini. Donc moi je parlerais plus de construction de tableaux, même si c'est pas vraiment du tableau building comme les jeux de tableaux de cartes à la Earth, etc. ou les jeux de cartes à combo façon Rest for the Galaxy, où on fait aussi un petit tableau. Donc c'est assez compliqué, discutons-en dans les commentaires si vous avez un avis, mais faute de mieux, là on va parler de construction de tableau. C'est donc du neuf versus du vieux, épisode 5, et on est parti. Ok, on commence comme d'habitude par le 9, et le 9 c'est Middle Ages de Studio H, donc c'est un jeu de Marc-André, c'était déjà le cas de Majesty, c'est une réédition de Majesty, une refonte, on est sur une... peut-être pas une V2, mais une V1.5 on va dire, il y a quand même quelques ajustements qui ont été faits, on va en parler. Merci à Studio H pour cette copie presse. C'est aussi illustré par Claire Conan, et magnifiquement illustré d'ailleurs, on va commencer par ça. C'est probablement l'un des jeux, déjà l'un des mieux illustrés que j'ai vu de ma vie, mais surtout un des mieux édités.
L'édition de Middle Ages est aux petits oignons. Vraiment, c'est impeccable le boulot de Studio H là-dessus. C'est splendide. On a ces beaux meeples cavaliers, on a surtout ces tuiles d'une grande qualité qui vont venir se loger dans notre plateau personnel. Ça va faire un paysage au fur et à mesure que les tuiles viennent se greffer là-dessus. Elles ont une couleur différente, une forme différente, et pourtant tout s'agence parfaitement, tout est harmonieux. Vraiment, c'est splendide, et en ce moment, en matière d'édition, de qualité d'édition et de richesse d'illustration, je trouve qu'on est gâté hein, entre Middle Ages et Harmony. Il y a un vrai plaisir visuel, une vraie régalade pour les mirettes, si j'ose dire, avec ces titres-là, et évidemment, ça donne envie de jouer. Comment ça se passe Middle Ages? Un des principaux ajustements qui a été fait par rapport à la version précédente, c'est le système d'ordre du tour. C'est-à-dire que c'est littéralement le brillant système d'ordre du tour de King Domino qui a été repris. Et je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur les jeux de pose de tuiles. Je trouve que c'est un système d'ordre du tour qui est génial. Et quand j'ai découvert ça à la lecture des règles, j'ai trouvé ça fantastique. J'ai trouvé que c'était une excellente idée. Parce que dans Majesty, c'est un système de rivière à la Century, par exemple. Donc si tu prends la première carte, c'est gratuit. Sinon, tu payes pour prendre plus loin. Et les meeples que tu payais, qui étaient la monnaie pour pouvoir avoir plus de choix, restaient sur les cartes, tu les égrenais pour aller chercher une carte plus loin, et donc tu gérais un petit peu ton stock de ressources comme ça, sachant que si à un moment tu te retrouvais à court, tu devais passer des tours à prendre juste la première carte, c'était un peu plus frustrant. Ici, il y a ce fameux dilemme propre à King Domino qui est vraiment très intéressant, où les tuiles ont une valeur visible sur leur dos, on les ordonne en fonction de cette valeur, c'est exactement pareil que dans King Domino, et de la même façon, si tu vas chercher la tuile la plus en avant, la plus haute en termes de valeur, tu seras dernier à jouer à la manche d'après. La différence subtile avec King Domino, c'est que tu as 3 rangées d'avance. Donc dans la mise en place, on met déjà 4 rangées de tuiles, et donc tu sais déjà ce qui va arriver les 3 tours d'après. Donc tu peux vraiment planifier, tu peux te dire, dans 3 tours, il y a 7 tuiles que je veux vraiment, tant pis, je vais passer quelques tours à prendre des tuiles de plus faible valeur pour être sûr de pouvoir me servir en premier au moment crucial, au moment où je voudrais récupérer une tuile précise. Donc à partir de là, le tour de jeu, il est vraiment fluide. Tu prends ton petit meeple en fonction de ta place dans l'ordre du tour, et tu te décales sur la ligne d'après pour te poser sur la tuile qui t'intéresse. En faisant ça, tu récupères la tuile que tu as quittée et tu l'ajoutes à ton tableau. Ici, il n'y a pas de notion de placement, je le disais, c'est vraiment, tu as une rangée avec un emplacement dédié pour chaque type de bâtiment. Il y en a 8, donc il y a 8 types de tuiles différents, qui peuvent avoir des petites variations, c'est de même type, notamment les symboles, etc. sont pas les mêmes. Et le scoring que va te donner ces tuiles va se faire en cascade. Donc la première fois que tu en récupères une, tu vas peut-être faire 3 pièces, mais la deuxième fois, tu vas en faire 6, puis 9, etc. Ce qui t'encourage vraiment à spammer une colonne, à prendre plein de tuiles de la même sorte pour te goinfrer, quoi. Mais attention, si à la fin du jeu, t'as un type qui est vide, tu perdras 10 points de victoire par colonne vide de cette façon. Les tuiles qui scorent un peu plus et dont le pouvoir est un petit peu plus puissant, sont plus en avant dans la rangée, donc vont faire que vous jouez en dernier quand vous allez les ramasser. On a aussi un système d'attaque et de défense qui est très peu méchant parce qu'il est automatisé en fait. Quand tu vas prendre une tuile qui attaque, tu vas attaquer tous ceux qui ont moins de défense que toi. Et tu peux même pas choisir, tu vas leur détruire la tuile la plus à gauche dans leur tableau. Donc voilà, ça c'est un peu plat, ça manque un petit peu de méchanceté, c'est vraiment une attaque qui se résout automatiquement, il n'y a pas de confrontation. Certains seront peut-être très contents avec ça, mais du coup, ça c'est pas très satisfaisant. Les tuiles de défense, en plus de se protéger des attaques, elles te permettent aussi de te réserver une tuile pour plus tard, et c'est intéressant, parce que t'es pas obligé de ramasser cette tuile-là après, tu peux juste l'utiliser comme un blocage pour empêcher les autres de se mettre là, et si toi, t'as un choix qui t'intéresse plus en fin de compte, t'as le droit de changer d'avis. Donc voilà, il y a plein de petites mécaniques qui sont intéressantes comme ça. Je pense aussi aux tuiles blanches, les tuiles royales qui vont t'ajouter un type de scoring à un endroit. Donc il y a des colonnes qui vont scorer sur 2 types de bâtiments, tu peux carrément en ajouter un 3e, ou si tu prends une église, tu vas pouvoir augmenter aussi de 1 ton scoring dans une catégorie précise. À la place de 2 pièces, tu gagnes 3 pièces par tuile que tu as dans cette colonne. Donc, tu peux vraiment avoir un effet boule de neige. Et tout ça, peut-être que vous me voyez venir si vous me connaissez un peu.
Malheureusement, c'est des choix éditoriaux que je comprends, qui servent à rendre le jeu grand public, à le lisser, etc. Mais dans les faits, lors de nos 3 parties, on a trouvé que ça tombait un peu à plat et que ça manquait de tension. C'est-à-dire que on a vraiment chacun pu dérouler notre jeu tranquillement, et au bout d'un moment, il y a une personne qui va s'envoler au score, et c'est assez évident, parce qu'on la voit scorer comme une malade, sauf que personne n'a vraiment envie de la contrer, parce que déjà, ça demande beaucoup d'efforts. Sur le papier, on a les outils pour contrer quelqu'un avec ce système d'ordre du tour. Sauf que, si tu commences à construire une stratégie sur les tuiles les moins chères, tu peux tout le temps te placer d'un tour après l'autre en premier, et ça va être très difficile de te bloquer. À l'inverse, tu peux scorer sur les tuiles les plus chères, mais nous, ça va être assez punitif si on veut aller loin dans une rangée en avant pour te la piquer, parce que, pour nous, c'est double peine, parce que c'est une tuile, par définition, on n'en aura pas encore beaucoup, parce que l'adversaire en aura déjà chopé plein, et puis en plus, nous, ça va nous retarder dans l'ordre du tour après, donc ça va nous détourner de notre stratégie. Donc finalement, c'est beaucoup plus simple, dans Middle Ages, de poser son cerveau et de se contenter de faire quelques colonnes en boucle. Et là, les choix deviennent très évidents, parce que tu vas juste chercher les tuiles qui t'intéressent le plus. T'es rarement embêté, parce que chacun va un peu se faire son couloir dans 2-3 couleurs à tout péter de tuiles en fonction du nombre de joueurs. Et s'il y a une concurrence qui se crée, c'est les joueurs qui se concurrencent entre eux qui vont en pâtir, et ceux qui arrivent à louvoyer et à aller sur des couleurs qui intéressent peu, vont tout simplement plus en profiter, plus scorer. En plus de ça, il n'y a pas 4 tuiles comme dans un King Domino, si on est 4 joueurs, il y en a une de plus que le nombre de joueurs. Ce qui fait que, même quand t'es dernier joueur, t'as toujours le choix entre 2 trucs, et donc c'est pas très punitif, quoi. Il y a plein de cas où, il y a 2 tuiles qui t'intéressent de toute façon, donc les autres ont beau essayer de te bloquer, ça servira à rien. La partie, elle était un peu couloir. Elle paraît un peu longue, alors qu'on est sur une grosse demi-heure de partie, et pourtant ça nous paraît long, parce qu'on a l'impression de faire un petit peu tout le temps la même chose. On avait déjà ce sentiment au bout d'une partie, et la tendance s'est pas inversée à force d'en faire 3. Dans les ajouts par rapport à Majesty, il y a aussi des événements de fin de manche. Très bonne idée sur le papier, ça va avec cet aspect plus de planification dont je parlais, hein. On voit 3 rangées à l'avance, et en plus on a les événements pour la partie dès la mise en place, donc on pourrait se dire que ça nous encourage vraiment à construire une stratégie sur le long terme, mais dans les faits c'est vraiment un jeu tactique, et les événements, il y en a plein qui sont assez anecdotiques, donc tu t'en inquiètes pas trop, tu fais ton truc en fonction de comment ça tombe, et puis si l'événement t'arrange, tant mieux, s'il t'embête ou s'il te profite pas tant que ça, tant pis, dans les faits, c'est pas grave, et on n'a pas ressenti ça comme des retournements de situation, des vrais moments de tension, etc. Donc voilà, Middle Ages, malheureusement, c'est pas un jeu qui m'a convaincu, je le trouve absolument somptueux, je le trouve très très bien édité, mais on s'est un petit peu embêté à table, hein. Désolé, amis de Studio H, et merci encore pour la copie presse, mais voilà, la beauté de l'écran du jeu n'a pas réussi à me subjuguer. Mais qu'en était-il de Majesty, la version de 2014 ? Est-ce qu'elle était vraiment mieux ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on attaque le vieux, et on va commencer de toute évidence par Majesty. Alors, est-ce que Majesty, c'était mieux que Middle Ages, qui m'a pourtant déjà pas emballé ? Vous avez un indice dans le décor, il est plus là. En fait, quand Studio H m'a contacté pour me proposer une copie presse de Middle Ages, puis que je me suis rendu compte que c'était une refonte de Majesty, je me suis dit... Ah, mais c'est vrai, je l'ai toujours. Et en fait, j'avais Majesty quelque part dans une armoire ici, et je l'avais plus sorti depuis déjà des années. Donc je me suis dit, ok, ça va dégager, quoi, hein. D'autant plus si je reçois la nouvelle version. Est-ce qu'elle va être mieux ? Je savais pas, mais je me disais que ça allait pas être pire, en tout cas. Alors Majesty, c'est pas un mauvais jeu, hein, mais je pense que Marc-André, on l'a un peu vite vu comme un auteur incroyable du fait du succès de Splendor. Je pense que la qualité de Splendor, elle tient pas mal aux Space Cowboys, au fait que, rappelez-vous, c'était leur premier jeu, et je me souviens des interviews à l'époque de la sortie de Splendor, c'est vraiment un jeu qu'ils ont bichonné, qu'ils ont développé énormément. Et Majesty, je pense que c'est un peu... un effet post-Splendor, c'est Hansing Gluck à l'époque qui voit Marc-André comme le nouveau Golden Boy, qui veut absolument le signer, et on se retrouve avec un jeu qui est pas mauvais, qui est pas insipide, qui est pas infamant,
mais qui est un peu quelconque, quoi. Déjà, c'est pas très beau, hein, comparé à Middle Ages, y a pas photo, et puis, c'est un système de rivière qui est assez vu et revu, et encore une fois, on retrouve les mêmes problèmes, c'est-à-dire que c'est assez cher d'aller contre-draft une carte pour embêter quelqu'un. C'était un petit peu plus court aussi de mémoire, on était sur 12 tours au lieu de 16, et ça pour le coup je pense que c'était bien senti, parce que, je l'ai dit, Middle Ages ça a beau être un jeu qui dure 30-40 minutes, on avait déjà un peu le sentiment de faire tout le temps la même chose. Et les ajouts de Middle Ages concernant la bonification du scoring, qui sont plutôt bien vus, n'y étaient pas, on était sur des scorings un petit peu plus plats, et puis surtout, beaucoup plus alambiqué, c'était une vraie pénitence, je me rappelle, de compter les points avec des scores qui allaient dans les 200, parce que, à la fin, l'idée c'était que tu devais à la fois être récompensé pour tes majorités dans chaque colonne, mais aussi pour ta diversification avec des systèmes de multiplication, etc. C'était assez prise de tête, surtout pour un jeu qui se veut plutôt familial, donc pour moi c'était un peu roboratif et pas assez fluide dans l'expérience. Tout ça pour dire que le matériau de base était quand même déjà pas incroyable. Encore une fois, c'est pas un jeu infamant, c'est plaisant, ça se laisse jouer, tu fais ton petit couloir, ta petite collection de cartes. Est-ce qu'il y a des vrais moments de choix cruciaux où tu dis « Oh là là, est-ce que je dois prendre cette carte plutôt que celle-là » Non, c'est assez scripté, tu vois les cartes que les gens veulent, tu vois très vite si ça vaut le coup de les prendre ou pas, généralement ça vaut pas le coup, et t'avances tout droit. Et est-ce que c'est un jeu qui va te laisser des souvenirs impérissables ? Écrivez-moi dans les commentaires si c'est le cas, mais je pense pas. Je pense qu'il n'y avait pas tellement lieu de rééditer Majesty, je sais pas si c'était l'idée du siècle, parce que à la base, c'est pas un jeu renversant, quoi. Or, le marché est déjà tellement saturé de nouveautés, que si en plus, quand on fait des rééditions, on va chercher des jeux qui sont mi-figue, mi-raisin, on va pas s'en sortir, je pense. Bon, mais est-ce qu'on a quand même pas des vieilleries pour sauver un petit peu tout ça et garder cette expérience de construction de tableau où le scoring, les effets se multiplient au fur et à mesure qu'on prend les mêmes choses. Ça existe quand même des bons jeux avec cette mécanique, non ? Bon bah, vous les voyez dans le décor depuis le début, ils sont pas tout à fait là par hasard. Je vais vous répondre favorablement avec deux jeux. C'est une demi-arnaque parce que les deux n'ont pas tout à fait la composante qu'on recherche, mais vous allez voir, je vais vous expliquer. Notre-Dame, c'est un jeu de draft, hein, on récupère des cartes avec des bâtiments qui composent notre quartier de Notre-Dame. On a chacun le même, donc c'est un petit peu comme Middle Ages, on a tous le même paysage et donc les mêmes tuiles potentielles qui vont venir s'ajouter à notre tableau. Mais là, Notre-Dame, du coup, c'est du draft pur, et donc t'as une main de cartes, t'en gardes une, tu passes, et là, c'est beaucoup plus intéressant de contre-draft, parce que, à l'arrivée, quand tu t'es constitué ta main, tu vas jouer 2 cartes sur les 3 que t'as gardées. Et donc, tu peux tout à fait, à chaque round, te permettre de prendre une carte qui t'intéresse pas du tout, mais qui par contre intéresse tout à fait tes voisins. Et c'est pas punitif pour toi, parce que de toute façon, il y a une carte que tu vas pas pouvoir utiliser. Donc, dans la mécanique même du jeu, le jeu prévoit le contre-draft, il t'incite à l'utiliser. Pour moi, jouer à plusieurs autour d'une table, c'est aussi se gêner, c'est aussi se titiller. Donc, premier truc, Notre-Dame résout le manque de contre-draft que je vois dans Middle Ages. Et deuxième chose, c'est que là aussi, les effets sont cumulatifs. C'est-à-dire que la première fois que tu utilises un bâtiment, tu mets un cube dessus, tu vas produire son effet une fois. Mais la deuxième fois, tu remets un cube dessus, tu le fais 2 fois, et 3 fois, et ainsi de suite. Sauf que les cubes, ils viennent aussi à manquer. Et si les cubes viennent à te manquer, tu te retrouves à devoir déplacer un cube d'un bâtiment pour le mettre sur le nouveau bâtiment que tu joues. Et donc tu déforces un bâtiment pour en renforcer un autre. Et là, il y a des choix cruciaux. Est-ce que tu vas faire en sorte de t'assurer les cubes pour être sûr que tous tes bâtiments seront quand même intéressants et que donc malgré le contre-draft de tes adversaires, t'auras quoi qu'il arrive des effets sympas? Ou est-ce que tu vas miser à fond sur certains bâtiments en particulier et t'espères que ça va passer, que tes adversaires vont pas te les piquer, en sachant que ce qui est super intéressant, c'est que chacun a dans son deck personnel de cartes une carte de chaque bâtiment. Donc tu sais, tu peux un peu compter les cartes comme dans un jeu de pli et tu sais que tel bâtiment va revenir autant de fois que le nombre de joueurs et tu peux te dire ah, il doit encore sortir ou pas, etc. Sur une partie un peu plus longue, mais une petite heure ou une grosse heure en fonction du nombre de joueurs, on peut jouer jusqu'à 5
et donc tu as vraiment des choix très intéressants de l'interaction. Et c'est 2007, donc on est avant Seven Wonders, on est dans le draft de ce qu'il a de plus pur, et avant qu'il soit à la mode, donc je trouve que c'est une dinguerie de Stefan Feld, mais on est habitué, hein, il est trop fort. Et maintenant Péloponnèse, dans Péloponnèse, on ajoute des tuiles à son tableau, là encore, on n'est pas vraiment sur du scoring et des effets cumulatifs. Par contre, ce qu'il y a dans Péloponnèse, qu'il n'y a pas dans Middle Ages, c'est des vrais événements qui te font flipper. C'est les mêmes à chaque partie, et c'est des catastrophes qui vont t'arriver sur la tronche. C'est la sécheresse, c'est le déclin de ta civilisation, c'est une tornade. Donc tu sais qu'ils vont arriver, mais tu sais pas quand. Parce qu'à la fin de chaque tour, tu vas retourner 2 jetons, et quand il y a 3 jetons identiques à l'effigie d'une même catastrophe, elle se déclenche. Donc il y a une part d'incertitude, et il y a aussi une part de certitude. Tu sais dès la mise en place que ces trucs vont arriver. Et en plus, tu peux acheter des tuiles qui vont te prémunir de certaines catastrophes, qui vont te dire « Ah, moi la sécheresse, je connais pas ». Donc ces tuiles-là, tout le monde a envie de les avoir, évidemment, et Péloponnèse, c'est un jeu d'enchères. Mais un jeu d'enchères pas classique, pas un peu embêtant, où je dis 2, je dis 3, je dis 4, est-ce que tu surenchéris? Non, on est sur une enchère beaucoup plus nerveuse, où tu places ta petite mise devant une tuile, tu dis je suis prêt à payer 5 pour cette tuile, et puis si quelqu'un décide de surenchérir, qui fait une pile plus grosse que la tienne et qui vient bam sur la tuile où tu t'es mis, ben il te chasse et tu dois tout de suite te réorienter et aller à un autre endroit, pour peu que tu aies mis une mise suffisante, parce que chaque tuile a un prérequis de montant. Donc là, en termes aussi de blocage, de vol des adversaires, des tuiles qu'ils ont décidé de choper, etc., on est dans un truc, là aussi, où le game design le prévoit, et où c'est lié à une potentialité de catastrophes qui vont arriver. Donc tu cherches aussi à faire des choix en fonction de tout ça, avec une part d'incertitude, mais tu te dis, ok, est-ce que je prends des risques, est-ce que je prends pas de risques, est-ce que c'est le bon tempo pour aller chercher ça maintenant? Et ça, plus le système d'enchères, plus le système de scoring à la Knizia, où tu as des points sur tes tuiles, tu as des points pour ta population, et à la fin du jeu, ton meilleur score, ça sera le moins élevé de ces 2 paramètres. Donc tu essayes d'équilibrer ta population, de la préserver, de la nourrir pour pas qu'elle crève, et en même temps, tu veux des tuiles qui rapportent des points. Et tout ça crée une dynamique d'interaction entre les joueurs absolument passionnante. Là aussi, c'est plié en une demi-heure, et c'est génial. Donc voilà, on n'a pas exactement la même satisfaction, le même plaisir, où à chaque fois que tu poses une tuile dans ton tableau, tu gagnes des points, etc. C'est beaucoup plus sec que ça, c'est très aride, Péloponnèse, tu peux passer complètement à côté de ta partie, mais en même temps, vraiment, si t'es un peu gamer, si t'aimes la gestion, la prise de risque, tu bois du petit lait, parce que en très peu de temps, t'as plein d'interactions, plein d'effets conjugués, plein de paramètres à prendre en compte, et c'est juste kiffant. Voilà pour ces 2 vieilleries qui me procurent beaucoup plus de sensations que Middle Ages et que sa refonte Majesty. Merci tout de même à Studio H pour la copie presse. Je pense que Middle Ages peut trouver son public, hein, les gens qui veulent un jeu très familial, très satisfaisant, sans tension, et qui attache beaucoup d'importance au visuel, franchement, vous pouvez vous laisser tenter, parce que c'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est feel good, et peut-être que ça vous plaira, mais ici, ça nous a pas convaincus. C'était Boris pour Rue du Jeu. N'oubliez pas de suivre la chaîne sur Instagram, @Rue du Jeu, de faire un tour sur la boutique partenaire Golden Meeple, sur le Ko-fi, bien sûr, si vous voulez soutenir mon travail. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. À bientôt, jouez bien par chez vous. Ciao!